Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde voit mon écran. S'il y a un souci, vous me le dites. Heu, donc cette, session va être enregistrée, pour qu'on puisse, aussi, f en f que d'autres en profitent également. Donc ça démarre. Cette formation et cet atelier, son objectif, c'est, de vous donner les clés pour développer votre savoir-être en milieu professionnel et surtout de comprendre ce que c'est, de quoi on parle. D'abord, à qui s'adresse cette formation? Je rappelle que cette formation, elle est, proposée dans le cadre de nos forums en ligne Talent Handicap et s'adresse, principalement aux personnes en situation de handicap, qui peuvent être des salariés en poste ou des candidats qui sont en recherche d'emploi, d'alternance, ou de stage, mais également des travailleurs indépendants handicapés ou des étudiants en situation de handicap. Voilà et je suis, Redouane Bellani, fondateur et dirigeant, de groupe Talent Handicap, hein, qui organise les forums et qui est aussi organisme de formation avec, l'entité Talent Handicap Formation. Alors quels sont les objectifs professionnels de cette formation? Donc c'est de vous permettre, d'abord, en 1, comprendre ce qu'est le savoir-être et son importance dans l'univers professionnel. Aussi de développer vos compétences relationnelles et comportementales, hein, qui font partie du savoir-être et de mieux connaître les codes du monde du travail et les attentes des employeurs. Voilà en gros les objectifs qu'on se fixe à travers cette formation qui va durer à peu près 1 heure. Alors c'est quoi le monde professionnel, hein? Donc là je rappelle un peu les fondamentaux, hein, c'est toujours mieux de les rappeler. Donc le monde professionnel ou le monde, qui peut être, le monde d'entreprise ou aussi, un employeur peut être une institution publique, donc c'est pas forcément une entreprise. Donc le monde professionnel, il permet, d'apporter des biens et des services utiles, tout en créant de la richesse, hein. Donc c'est ça un peu le monde d'entreprise et ou bien, rendre un service public, là, quand on est dans des institutions publiques. Il est composé de plusieurs acteurs qui sont nécessaires à son fonctionnement. Heu, D'abord les clients et les bénéficiaires. Donc on apporte un service utile à des bénéficiaires ou à des clients. Il est composé aussi de salariés, d'employés, donc c'est eux qui font, qui permettent à l'entreprise de rendre, des biens et des services. Heu, il est aussi, composé d'employeurs et de dirigeants, donc ceux qui vont, engager des salariés, qui vont les encadrer, les manager et aussi des fournisseurs et des prestataires parce qu'une entreprise, rarement elle peut rendre un service complet, donc elle a besoin aussi de prestataires et de fournisseurs sur des parties qui font pas partie de son cœur de d'activité. Voilà en gros et n'oublions pas également que, pour toute entreprise, il y a besoin de financier en fait. Il y a besoin d'argent pour, investir, gérer tous les coûts, embaucher parce qu'il faut aussi payer les salaires. Donc il nous faut aussi des actionnaires et des investisseurs. Donc c'est important de connaître un peu l'écosystème, du monde du travail et tous les acteurs qui le composent parce que il faut garder cette vision globale et voir que le but est de satisfaire tous ces acteurs. Si, si on satisfait une partie des acteurs et pas d'autres, bah, ça crée un déséquilibre. Si par exemple, on essaie de satisfaire que les fournisseurs, bah, ça marche pas. Peut-être que, ils vont pas nous rendre le service qui nous manque pour apporter le service, final. Si on essaie de satisfaire que les clients, pas les salariés, bah, il y aura peut-être pas de salariés qui vont satisfaire ses clients et cetera. Si on ne satisfait pas les actionnaires, il y aura pas d'argent pour avoir les moyens bah, d'investir dans du matériel, pour payer des salaires au début et cetera. Donc c'est important d'avoir, cette vision globale à l'esprit et de comprendre qu'il faut vraiment qu'on ait un équilibre qui permet de satisfaire tous ces acteurs. Heu, alors quelles sont les principales attentes du monde professionnel?
d'abord, c'est le savoir, hein, donc on essaie d'avoir des personnes, hein, donc les attentes, là, je vais prendre, je vais faire le focus sur les salariés heu et les employés. Donc quand un employeur vous engage, il vous engage d'abord, en fait, pour votre savoir, hein. Il vous engage aussi pour votre savoir-faire, donc ce qu'on appelle les compétences que vous savez faire. C'est des choses que vous savez faire facilement parce que vous les avez répétées, suffisamment, et le savoir-faire s'acquiert grâce à l'expérience. Puis après, le troisième volet, c'est le savoir-être. Ouais, donc ces 3 composantes sont essentielles et très attendues par, le monde professionnel. Donc le savoir, comment on l'acquiert? C'est grâce aux formations, grâce aux études, heu, donc c'est ce qui permet de développer les connaissances. Donc il ne faut pas confondre les connaissances avec les compétences. Donc on peut connaître, savoir comment faire quelque chose, mais ne pas réussir à la faire correctement ou la faire difficilement, alors que le savoir-faire, c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire très facilement. Donc le savoir-faire correspond à des compétences. Et le savoir-être correspond surtout à des comportements et des attitudes, mais aussi de, voilà, heu, en fait, de compétences relationnelles, hein, qu'on appelle aussi un savoir-faire relationnel. C'est aussi un savoir-faire, mais pas pour produire un service ou un produit, mais plutôt pour, heu, être bien en relation avec les autres et on parle donc du coup, c'est un peu la terminologie, anglaise, hein, Raphaël et Youssouf l'ont cité. On parle de soft skills, donc et ce qui correspond à des compétences douces en bon français. Voilà un schéma de ce qu'il faut avoir, hein. C'est important d'avoir ces 3 pour pouvoir, s'intégrer, bien et facilement et être accepté dans le monde professionnel. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Quelqu'un voudrait, intervenir ou poser des questions? Très bien, je vais continuer. Alors, c'est quoi le savoir-être? Alors, c'est la question que je vous pose. C'est quoi le savoir-être selon vous? Qui pourrait, m'aider? Bah, je pense que c'est la façon de se comporter en société et d'interagir avec les autres avec plus ou moins de tact et de diplomatie. D'accord. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? J'a pardon, j'ajouterais que le savoir-être, c'est le savoir comportemental. Mmh. J'explique, c'est selon l'environnement, s'adapter aux différents interlocuteurs dans sa Mmh. façon d'être, de s'exprimer. Mmh. Voilà, ça fait partie de notre personnalité, le savoir-être, et il y a des valeurs auxquelles on peut se raccrocher. Tout à fait, tout à fait. D'autres, veulent contribuer également? Bon, je vais avancer comme on manque de temps et l'idée, c'est aussi de vous donner le maximum de clés, à l'issue de cette heure de formation. Donc le savoir-être, ce que vous avez dit est totalement, vrai, correct. Donc c'est être dans les normes de votre environnement. C'est ça le et quand vous agissez et interagissez avec les autres. Savoir-être, c'est vraiment par rapport à votre environnement et par rapport aux autres. Donc le savoir-être, ça va intervenir, sur votre apparence. En fait, votre apparence va être une partie intégrante de votre savoir-être, hein, l'apparence que vous donnez, votre expression orale, donc votre façon de communiquer avec les autres, vous parlez avec les autres. La gestuelle fait partie aussi de votre savoir-être.
la posture, hein, comment vous présentez aux autres, votre attitude et votre comportement. Et l'objectif du savoir-être, c'est avoir les attitudes et les comportements attendus dans le milieu professionnel visé. Hein, donc c'est comme je crois que c'est Myriam, hein, qui l'a dit, ça dépend de l'environnement et donc le but, c'est vraiment d'avoir un savoir-être adapté à son environnement. Donc votre savoir-être, d'où provient-il? Voilà, on a tous un savoir-être qui est différent, hein, il y a pas on est tous différents et il provient en fait surtout de votre vécu, hein, de votre éducation, de votre culture aussi, hein. Ça dépend où voilà, où est-ce que dans quelle région de quelle région vous êtes. Ça dépend aussi des pays, on va le voir après. Ça dépend aussi de vos us et coutumes et cetera. Alors comment, s'acquiert-il? C'est, d'abord, grâce à des formations comme celle-ci, donc ça s'apprend, hein. Il faut faire de la veille, il faut essayer de souvent de faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il faut, comment développer son savoir-être. Ça s'apprend surtout par la pratique et l'expérience. Ça s'apprend aussi en observant, donc il faut observer, voir surtout dans l'environnement que vous souhaitez intégrer ou dans lequel vous êtes, il faut observer, voilà, quels sont les codes, qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui est, apprécié, moins apprécié et cetera. Observer, comprendre et apprendre grâce à cette, observation et cette compréhension de ce qu'il y a autour de vous. Et évidemment, s'adapter aux us et coutumes de son entreprise, donc s'adapter aux usages coutumiers, aux règles de votre, employeur, hein. Je parle d'entreprise, en général, ça peut être, une entreprise du monde privé ou du monde public. Évidemment et Myriam a raison, hein, en a parlé, le savoir-être est une notion qui est, subjective, c'est-à-dire ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend surtout de l'environnement. Ce savoir-être, il peut être perçu différemment en fonction de l'environnement et des personnes avec qui vous êtes en relation et donc ces règles peuvent changer selon le pays ou la région et sa culture. Par exemple, quelque chose qui peut être, on va dire, normal en France peut être anormal, je ne sais pas, au Japon ou en Russie ou voilà, ou en Chine, voilà donc le savoir-être dépend vraiment du contexte. Ça dépend aussi, des personnes avec qui vous êtes en relation. Ça dépend de l'environnement professionnel, des situations parce que voilà, dans une situation, un comportement peut être perçu, d'une manière et perçu d'une autre manière dans une autre situation, dans un même environnement et cetera. Donc il est important donc d'adapter son savoir-être dans le milieu professionnel, heu, visé ou dans lequel vous êtes, avec avec pour but principal de vous y intégrer plus facilement, que tout se déroule bien, que vous soyez apprécié, heu et cetera. Donc quelle est l'importance du savoir-être dans la vie professionnelle? Donc je rappelle un peu, hein, ce qu'on avait dit dans le monde professionnel, ce qui est attendu, c'est, les 3 composantes, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc pour vous, quelle priorité, imaginons vous êtes, un employeur, vous recrutez, comment vous classez ces 3 composantes? C'est-à-dire la priorité pour vous, c'est quoi? Parce que des fois on peut pas avoir les 3. Qu'est-ce qui est, indispensable, heu, voilà, ou quelle priorité vous donnez à ces 3 composantes? Je vous laisse répondre. J'aimerais au moins avoir 3 réponses et ceux qui n'ont pas encore parlé, ce serait bien qu'ils puissent, participer également. Bah, allez-y, Youssouf. Euh, je pense surtout enfin l'attitude de la personne
Oui. son attitude, comment dire, son intéressement Donc pour l'entreprise. donc juste classer par ordre de priorité, savoir, savoir-faire et savoir-être. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'entreprise? Qu'est-ce que vous metteriez en 1, en 2 et en 3? Je pense savoir-être. En 1, c'est ça? Oui, en un. D'accord. Mm. En 2? Savoir-faire. D'accord. Et en 3, donc savoir. Mm. Très bien. Tout le monde est d'accord avec Youssouf? Ou quelqu'un a un autre avis? Je ne sais pas si Adrien nous entend et peut répondre. Bonjour. Bonjour. Euh, je mettrais moi en premier les connaissances, le savoir, et Mhm. savoir faire, et en dernier lieu, le savoir-être. Vu que ça dépend de la culture de chacun et ça dépend aussi de l'environnement, des cultures. Et par exemple, mes attentes comme savoir-être ne peuvent pas être les mêmes que les attentes d'une autre personne. À mon avis, c'est un peu compliqué, en fait. D'accord. Merci pour cette intervention. D'autres. Donc finalement, vous êtes d'accord avec Youssouf ou avec. Désolé, j'ai pas entendu votre prénom. C'est combat. D'accord, Kumba. Donc vous êtes avec Youssouf ou avec Kumba? Vous avez peut-être un avis différent, hein. Il y a encore il y a d'autres possibilités. Je mettrais savoir-faire, savoir-être et savoir. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, généralement, là, je vais vous donner un petit peu l'ordre de priorité qui est le plus pratiqué par les entreprises, par les employeurs. Euh, pour une entreprise, le savoir-être est le plus important. C'est vraiment le prérequis numéro un. S'il n'y a pas de savoir-être qui correspond à l'environnement, à l'entreprise que vous souhaitez intégrer, elle ne va pas regarder le reste, hein. Elle va d'abord vérifier si votre savoir-être correspond. Et s'il correspond, elle va regarder si vous avez le savoir et le savoir-faire, ou le savoir-faire et le savoir. Donc là, c'est vrai que le savoir est quand même plus important. Moi, je mettrais, en tout cas, le numéro un, c'est le savoir-être pour tout le monde. Après, le 2, c'est plutôt le savoir, parce que si on ne sait pas, c'est difficile de savoir faire par la suite, hein, parce que le savoir-faire intervient après le savoir. C'est le savoir qu'on met en pratique et qu'on répète jusqu'à ce que ça devienne du savoir-faire. Donc c'est toujours plus simple d'avoir le savoir qui permet d'apprendre. Le savoir-faire, on peut toujours l'apprendre. Le savoir-être, c'est très compliqué de l'apprendre, hein. Donc c'est savoir-être, ça dépend de la personne, de son vécu, de sa culture, de sa personnalité. Et ça, une entreprise va pas vous former sur ça. Elle peut pas vous former. Elle peut pas vous autant sur une compétence technique ou une compétence au niveau méthodologie de travail, etc. Ça, on peut vous former plus facilement, mais pas sur le savoir-être. Donc, d'où l'importance du savoir-être, hein. Savoir-être est éliminatoire. Le savoir-faire n'est pas éliminatoire. Là, ça dépend si l'entreprise elle est pressée ou pas. Parce que quand une entreprise n'est pas pressée, elle a besoin de compétences, par exemple, elle a difficulté à les trouver, elle peut accepter quelqu'un qui ne sait pas faire encore, mais elle va lui apprendre, elle va le former. D'accord? Mais il faut que la personne, au moins, ait les connaissances. C'est pour ça qu'on peut accepter quelqu'un qui est jeune diplômé, hein. Un jeune diplômé, il a uniquement il a surtout du savoir. Il a peut-être un peu de savoir-faire acquis pendant des stages ou
pendant de l'alternance, etc. Mais ça reste quand même faible, le savoir-faire. Un savoir-faire, on le développe vraiment avec le travail. Donc c'est très, très important, c'est vraiment la base, hein. Si vous intégrez que le savoir-être est le plus important, bah, déjà c'est une avancée importante, hein. C'est très, très important de comprendre comment raisonnent les employeurs. C'est d'abord le savoir-être. S'il y a pas de savoir-être, je regarde même pas si la personne elle a les compétences, le savoir-faire. Même si elle les a, elle va se dire: «Ça va être très difficile», la personne va pas travailler avec l'équipe, va pas travailler, va peut-être, être difficile à manager, va pas avoir l'esprit, ou l'engagement en faveur des intérêts de l'entreprise et voilà. Tout ce qui est important en termes de valeurs, en termes de, heu d'intégration. Donc si la personne, elle va être là et ça va être difficile, pour les autres de l'accepter ou ça va mal se passer, il y aura que des conflits et cetera, donc c'est pas bon. Donc il faut que le savoir-être correspond et soit cohérent avec les attentes et l'environnement de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est le, 1er point, hein. Donc savoir-être est indispensable à votre réussite professionnelle parce que c'est vraiment le critère premier des recruteurs devant le savoir et le savoir-faire. Et donc c'est d'ailleurs grâce à votre savoir-être que vous allez bien transmettre votre savoir-faire. Donc là, on va, se focaliser sur le savoir-être, en entretien, hein. Donc, là avec quelques exemples concrets et surtout pour vous donner quelques, erreurs à éviter, hein. Qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Heu, est-ce que arriver trop en avance à un entretien est quelque chose d'apprécié par les recruteurs, ou pas? Je vous laisse répondre, hein, je voudrais au moins quelqu'un répondre. Très bien, la personne qui a levé la main? Oui, Alors je heu, alors il me semble que d'arriver trop en avance peut être, embarrassant et pour les collaborateurs et voire même celui qui recrute. Donc le juste milieu, c'est d'arriver 5 minutes, le temps de se présenter et arriver à trop à l'avance, n'est pas bon pour, le recruteur, de tout mon à point de fait. vue. Bah, vous avez raison parce que, vous mettez un petit peu le recruteur dans l'embarras. Il a peut-être, il est occupé, il a son temps qui est bien planifié et il sera, gêné de, vous voir arriver trop en avance. Mais effectivement, on tolère jusqu'à 10 minutes d'avance, hein. Mais c'est vrai que 5 minutes, c'est bien parce que le temps de s'installer, on peut vous faire attendre 5 minutes et comme ça, vous êtes à l'heure pour démarrer l'entretien. Serrer la main mollement, là, je pense que c'est une évidence, hein, donc il faut avoir, voilà, une poignée de main, assez ferme, pas trop ferme non plus, hein. Il faut toujours c'est une question de justesse, hein. C'est, pas d'excès, ni dans un sens ni dans l'autre, mais il faut avoir, voilà, une poignée de main qui soit, professionnelle, et surtout pas, il faut pas, que la main soit molle, hein, donc ça, il faut éviter évidemment. Hem, des fois, des personnes évitent le contact visuel. Ça, c'est pareil, c'est, c'est pas bon, donc il faut se sentir confiant, il faut regarder la personne parce qu'on communique aussi avec le regard. Être souriant et chaleureux, moi je vous pose pas la question, évidemment oui, mais sans excès, hein, il ne faut pas être dans l'excès. Il faut rester, toujours professionnel et surtout montrer, avec le sourire et être chaleureux, c'est-à-dire on montre qu'on est enthousiaste, qu'on a envie, hein, on est là avec plaisir et on voilà, l'envie, implique la motivation. Attendre quand on vous invite à entrer et à vous asseoir. Parce qu'il y en a qui peuvent, foncer, sans attendre et s'asseoir, sans qu'on les invite à le faire, pareil, hein. Donc ça, il faut le faire. Il faut attendre quand on vous invite à entrer, à vous asseoir. Arriver en retard, évidemment,
c'est très déconseillé, hein. Donc la ponctualité est un élément essentiel du savoir-être, surtout si, vous vous prévenez pas et sans raison valable. S'il y a une vraie raison, pourquoi pas, mais à éviter. Tutoyer votre interlocuteur, ça aussi en entretien, c'est à éviter. Heu, voilà, vous arrivez, vous êtes devant votre interlocuteur, devant son bureau. Il y en a qui viennent, ils s'installent, déjà au niveau posture, ils mettent la main sur la table et cetera. Ça aussi, c'est à éviter. Heu, il faut être bien assis avec une posture droite, hein, ça c'est conseillé. Alors les habits, ça rejoint un peu la partie apparence, hein. L'apparence est un critère, très, très important dans le recrutement. Parce que l'apparence, c'est ce qui va donner une première impression à votre interlocuteur et on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs, hein, dans les neurosciences. C'est que les personnes, notre cerveau, il veut juger rapidement, heu, suite à une première impression et il va essayer d'avoir raison, hein, donc et du coup, il va voir que ce qui va confirmer cette première impression et il va passer à côté donc il va avoir à ou faire abstraction de tout ce qui va contredire la première impression. Donc d'où l'importance de donner une première bonne impression et c'est pour ça que il faut, être habillé selon les codes de la profession, donc habillé de manière professionnelle. Ne pas sentir par exemple la cigarette, donc éviter de fumer juste avant, l'entretien. Donc cette odeur, froide de la cigarette, elle est très désagréable et il faut éviter de se présenter évidemment avec des habits sales ou de sentir la transpiration. Donc tout ça, ça joue dans cette première impression. Pareil, il faut éviter de garder votre téléphone allumé ou soit le mettre, en mode avion ou en mode silencieux pour que ça vienne pas, perturber, heu, votre premier contact, hein. 1er contact est très, très important, hein. Le recruteur, souvent, il se fait une idée, en fait, il essaie d'avoir une première impression au bout de quelques secondes et toute la suite va servir surtout pour, confirmer, sa première impression et il va faire en sorte de ne garder que ce qui va confirmer cette première impression et il va mettre de côté, heu, c'est même inconscient, hein. Donc inconsciemment, il va pas, heu, garder ce qui va contredire sa première impression. Jusque-là, ça va? C'est clair pour vous? Pas de questions? Je continue. Alors là, on va, juste, parler rapidement de l'apparence, hein, ce qui est une composante essentielle de votre savoir-être et comme je l'ai dit, intervient dans la première impression donnée au recruteur et qui est la cause majeure, de rejet en recrutement, hein. Donc, attention à votre façon de vous habiller en entretien, pas trop excentrique, pas trop chic, pas trop sexy, pas trop strict, pas sale et surtout pas de jean troué. Heu Alors maintenant, on va donner quelques, caractéristiques ou quelques compétences douces, hein, des soft skills qui sont, généralement recherchées, hein, par les employeurs et encore une fois, on ne peut pas tous les avoir et il y en a qui vont être plus importantes que d'autres selon l'environnement, selon l'entreprise. Heu, là, je vais les faire défiler quelques-uns, hein, c'est un peu comme les feuilles de cet arbre. Donc le respect est une valeur essentielle, hein, donc le respect est très, très recherché, donc le respect des personnes. On cherche aussi des personnes qui, voilà, qui sont débrouillardes, hein, qui arrivent à trouver des solutions, de manière efficace face aux différentes situations, aux différents problèmes qui peuvent intervenir. La ponctualité, donc on aime bien les personnes qui sont ponctuelles, qui n'arrivent pas en retard, parce que quand vous êtes en retard, surtout quand vous avez rendez-vous avec, plusieurs personnes, bah, vous faites perdre du temps à vos interlocuteurs.
Donc c'est une sorte de manque de respect hein, quand vous êtes en retard. L'empathie, ça on va voir, c'est cette capacité à comprendre la situation des autres. L'autonomie, donc on aime bien que vous soyez autonome, vous puissiez faire votre travail tout seul, de manière autonome, responsable, sans que la personne soit toujours là pour vous montrer ce qu'il faut faire. Le respect des délais, pareil, hein, c'est un point important. Ça veut dire qu'on peut compter sur vous et pour que voilà, tout ce qui est prévu soit réalisé en temps et en heure. La rigueur, que ce soit fait de manière rigoureuse, l'honnêteté, hein, donc on aime bien les personnes honnêtes, la patience, c'est important aussi. L'esprit d'équipe, ça c'est un point très très important. Hein, encore une fois, ça dépend hein, si vous travaillez en équipe ou pas. Donc l'esprit d'équipe est important. La loyauté, hein, la loyauté c'est important. La vigilance, on aime bien quelqu'un qui fait attention, hein, qui fait attention à son matériel, qui fait attention à faire bien son travail sans trop d'erreurs. Fait attention de ne pas voilà, détériorer du matériel, salir son environnement. Donc c'est respecter aussi son environnement. La propreté, on en a parlé. La gestion du stress aussi, c'est important. Hein, donc c'est bien aussi les personnes voilà, qui arrivent à gérer des situations de stress, qui sont sérieux, voilà, qui sont engagés, donc ils travaillent avec un engagement. Hein, ils ne travaillent pas juste histoire de travailler, ils sont vraiment engagés dans leur travail et font en sorte que leur travail soit fait correctement et rende le service visé. Le respect des engagements, donc l'engagement et le respect des engagements. L'adaptabilité, on aime bien des personnes qui s'adaptent facilement à leur environnement, à différentes situations, hein, des imprévus. Voilà, des gens qui s'adaptent pas facilement, c'est difficile à chaque fois parce que dans la vie d'une entreprise, on peut pas avoir toujours une situation la même tout le temps. Voilà, donc il peut y avoir des difficultés, des problèmes, des situations critiques. Etc. Donc il faut être capable de s'adapter, des changements. Il peut y avoir des changements réglementaires, il peut y avoir plein de choses. La discrétion aussi, on aime bien des personnes voilà, qui respectent la confidentialité, la discrétion. Parce que le fait de ne pas assurer cette discrétion peut causer des problèmes dans l'équipe, auprès des clients, auprès des fournisseurs. Voilà. Donc là, on est dans le relationnel, hein, donc c'est important la discrétion. L'esprit d'initiative aussi, donc on aime bien des personnes qui sont voilà, qui sont volontaires, qui prennent des initiatives pour avancer. La créativité, surtout en ce moment, on aime bien voilà, on aime bien innover, on aime bien apporter voilà des choses nouvelles qui permettent voilà de pimenter notre quotidien, notre façon de travailler, d'apporter de nouveaux services, etc. La persévérance, pareil, c'est une compétence qui peut être recherchée, donc c'est-à-dire les personnes qui ne lâchent pas facilement, hein, donc des fois, il faut tenir bon. On aime bien aussi, dans certains cas, des personnes qui soient bien organisées, hein, parce qu'être bien organisé, ça veut dire, bah, être efficace et ne pas passer passe pas à côté de quelque chose. On retrouve facilement, nos dossiers, et cetera. Donc on perd pas de temps. La bienveillance, ça aussi, donc quelqu'un de bienveillant, dire qui vient pas causer des problèmes dans l'équipe ou auprès des clients. Respect des règles, donc on aime bien des personnes qui respectent les règles, la maîtrise de soi aussi, l'intégrité, l'hygiène, la politesse, heu, l'expression orale aussi. Donc il y a des situations où heu, on va, chercher des personnes qui s'expriment bien. Pas tout le temps, il y a peut-être un travail qui ne nécessite pas, mais des fois l'expression orale est une compétence douce importante dans certains cas. Acceptation de la critique aussi, il faut savoir accepter des critiques constructives et c'est ce qui vous permet de vous améliorer. L'ouverture à la nouveauté, ça aussi c'est important, hein.
et la maîtrise de ses émotions. Donc je pense qu'on a, bon, c'est pas exhaustif, mais on a quand même balayé un grand nombre de, compétences douces. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec tout ça? Ça vous paraît évident? C'est du bon sens, hein? Je ne sais pas si quelqu'un veut donner un avis, une remarque? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose d'important? D'importante? Alors je continue. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que bon, on peut pas avoir toutes ces compétences douces, et le but, c'est pas de les apprendre par cœur pour dire à votre employeur: «J'ai toutes ces compétences douces», hein. Donc, non, surtout pas faire ça. Il faut juste être vous-même. Donc il ne s'agit pas de mentir, mais de dire ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que les soft skills, la compétence 12, ne se déclarent pas, ne se disent pas. Vous pouvez dire, on vous demande vos qualités, vous pouvez citer quelques qualités, mais les soft skills, on les démontre en les appliquant. C'est vraiment, il faut qu'on voit ce que vous êtes, bienveillant, poli, engagé, discret, voilà, selon les situations. Si vous l'êtes, hein. Ne dites pas, que vous l'êtes si vous ne l'êtes pas. Là, on va, faire le cas pratique en fait, hein, d'entretien à distance parce qu'avec les forums en ligne et on est souvent amené à échanger avec les employeurs à distance, soit par téléphone, soit en visio. Heu, donc, 1er point important quand vous êtes à distance, c'est il faut sourire, hein, souriez. Même par téléphone parce qu'on l'entend. Ça s'entend même très, très bien. On sent que quand vous êtes, souriant, enthousiaste, chaleureux, on sent que vous avez envie, hein, que vous êtes ravi d'échanger avec la personne. Soyez dans un endroit calme, hein. On a des retours d'employeurs qui nous disent: «Mais, les candidats vraiment, ils font aucun effort, on les appelle et ils on entend la télé derrière, on entend des bruits», donc c'est important d'être dans un endroit calme, donc pas d'enfants qui crient, pas de télévision allumée, voilà, fermez les fenêtres, si vous avez le bruit de l'extérieur de la rue. Essayez d'être dans un endroit le plus calme possible et ça, c'est dans votre faveur et ça va vous permettre de passer un entretien, dans les meilleures conditions. Heu, Pareil, même si on vous voit pas, bon peut-être en visio on va vous voir, mais même si on vous voit pas, soyez bien assis parce que ça va avoir une influence sur votre attitude et sur votre posture. Donc pas n'essayez pas de faire votre entretien, allongé dans un canapé ou avachi dans votre, fauteuil et cetera. Donc c'est important d'être bien assis. Bien habillé également, ça pareil, ça influence inconsciemment votre attitude et de manière professionnelle et évidemment si c'est en visio, donc c'est encore, plus important et voilà, l'écoute aussi. L'écoute, c'est vrai que, heu, c'est une compétence douce qui est très, très importante. Je vais même revenir en arrière ici et je crois que non, elle y est. Pardon, j'avais l'impression qu'on l'avait oubliée. Donc écoutez attentivement votre interlocuteur. Donc l'écoute est une compétence douce très, très importante. Il y a des personnes qui ne savent pas écouter, heu, parlent, coupent la parole, heu et même quand elles écoutent, elles n'écoutent pas vraiment. Donc écoutez attentivement, et essayez de 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 parler pour, pour répondre ou pour donner des choses pertinentes par rapport à ce que vous avez écouté. Évidemment, chose importante quand vous passez un entretien, c'est il faut préparer l'entretien en amont. La préparation, elle est très, très, importante, elle est même déterminante pour réussir son entretien, et ça fait partie aussi de votre savoir-être, hein. Faire un entretien sans être préparé, c'est un manque de savoir-être. Donc et préparer,
Un entretien, c'est que c'est surtout se renseigner en amont sur l'entreprise, sur ses activités, ses métiers et l'intérêt qu'elle peut avoir pour vous. Hein. C'est ce qui va aussi présenter ou démontrer vos motivations. Montrez-vous aussi curieux en posant des questions. Ça montre que vous êtes intéressé, hein, et que vous cherchez à comprendre. Mais posez pas des questions histoire de poser des questions. Donc, il faut que les questions soient pertinentes et vous apportent des réponses qui vont vous aider dans votre démarche. Montrez votre enthousiasme, hein, c'est voilà, votre envie, que ça vous intéresse et restez concentré, sans vous laisser vous distraire. Faites preuve d'humilité. Il y a beaucoup de personnes en entretien qui veulent montrer voilà, qui savent tout faire, qui sont les meilleurs. C'est des choses que les employeurs n'aiment pas trop, hein. Donc, il faut montrer que vous êtes la bonne personne, que vous avez des qualités recherchées, mais n'essayez pas d'en faire trop. Donc humilité, ça c'est important. Il faut pas aussi dire que voilà, que vous savez quelque chose ou alors que vous savez pas. Donc il faut savoir dire je ne sais pas et ça même c'est un point positif en votre faveur parce que la personne vous respecte, elle voit que vous êtes honnête. Donc c'est normal qu'on sache pas tout. Quand on sait pas quelque chose, on dit on sait pas. Voilà, et ça ça fait partie aussi de l'humilité et ça génère du respect et on se dit: «C'est une personne en qui on peut faire confiance». Et pareil, éteignez votre téléphone ou mettez-le en mode avion ou silencieux pour que ça vienne pas vous perturber. Donc bon, il y a pas mal d'éléments, hein, comme écouter, soyez préparés et cetera qui sont des choses valables, même quand vous êtes en entretien en face à face. Tout ça, c'est du bon sens. Évidemment pour développer votre savoir-être, hein. Savoir-être, il y a des parties qu'on peut difficilement changer, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut quand même changer, on peut travailler. Donc ça commence par mieux se connaître, hein. Donc mieux vous connaître, c'est important, pour votre savoir-être. Donc essayez de connaître vos valeurs essentielles, hein. Vous pouvez essayer d'y réfléchir, d'échanger avec votre entourage, sur le sujet parce que ça impacte vos comportements et vos émotions et donc votre savoir-être. Mieux connaître l'environnement et les conditions de travail qui vous conviennent le mieux, hein. C'est important de le savoir aussi et notamment par rapport il faut que tout ça, que ça soit cohérent, hein. Donc il faut aussi connaître vos forces, vos faiblesses, hein, vos capacités, vos limites et vous assurer que le milieu professionnel visé est bien cohérent avec tout ça et avec votre savoir-être. Bon, il nous reste une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez, voilà, des questions, des remarques? Hem, donc les recruteurs, ils ont besoin de bien vous connaître pour évaluer si vous êtes en phase avec les valeurs et la culture de l'entreprise, si vous avez les qualités, les connaissances et les compétences requises pour le travail recherché, voilà, le savoir-être surtout. Si le poste est cohérent avec vos capacités et votre projet de vie et si vous êtes motivé, avez l'envie de vous y investir. Donc les recruteurs, je me répète parce que c'est très, très important, les recruteurs évaluent d'abord votre savoir-être qui est la priorité avant d'évaluer le reste. Là, on va faire un petit focus sur les émotions, donc la gestion des émotions parce que ça aussi c'est important, et ça fait partie aussi des compétences douces, hein, des soft skills. Donc comment développer vos compétences, émotionnelles et votre intelligence émotionnelle? Là, on est un peu dans le cadre des neurosciences. Donc déjà, c'est quoi l'intelligence émotionnelle, hein? Donc ça veut dire, c'est une intelligence liée à la gestion des émotions. Donc c'est ne pas toujours laisser vos émotions guider
vos comportements. C'est ça l'intelligence émotionnelle, parce que les émotions ont une influence importante sur nos comportements. Il faut qu'on arrive à les maîtriser. Hein. Sinon, on peut, voilà, je suis en colère, je peux, si je ne me maîtrise pas, faire quelque chose d'irréparable. Hein. Donc, l'intelligence émotionnelle consiste à déjà percevoir les émotions, donc on sait sentir, hein, voir que ça c'est telle ou telle émotion, de les comprendre, de les gérer et de les utiliser, bien les utiliser. Par exemple, dans une même situation, notre comportement va changer en fonction des émotions qu'on ressent. Hein. Si on est joyeux, si on est en colère, si on a peur, si on est triste, si on est surpris, si on est dégoûté, si on est dans une situation où on aime, on désire, on a de la peine, etc. Donc notre comportement va être différent. Et l'intelligence émotionnelle permet d'avoir le bon comportement, quelles que soient nos émotions. C'est pour ça que dans l'intelligence émotionnelle, voilà, il est recommandé de ne jamais agir à chaud, hein, au moment où nos émotions sont difficiles à contrôler, parce que notre capacité de raisonnement y est vraiment réduite. Donc il faut attendre. Hein. Vous avez, je ne sais pas, dans le travail, je reçois un mail qui, voilà, qui va m'énerver ou qui va me déplaire. Si je réponds tout de suite sous l'effet de l'émotion, je peux mal répondre. Par contre, si je prends le temps, voilà, je réfléchis, je laisse reposer un peu tout ça, et après, je peux répondre correctement. Donc ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. La peur aussi, la peur, il faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut bien l'utiliser. La peur, c'est une émotion qui est vitale. Hein. C'est parce qu'on a peur qu'on voilà, qu'on traverse pas la rue sans regarder, parce qu'on a peur de se faire écraser. Quand on a peur du vide, bah, ça permet de ne pas sauter et se faire mal. Donc, bien utiliser sa peur, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Là, je vous donne quelques clés et ce support, on va vous l'envoyer. L'intelligence émotionnelle a été classée par une personne qui s'appelle Daniel Goleman, hein, et donc cette décomposition ou description de l'intelligence émotionnelle est très, très réputée. Donc, il a classé l'intelligence émotionnelle sous 5 axes principaux, et dans chaque axe, il a donné les compétences émotionnelles qui correspondent. Et au global, il y a 25 compétences émotionnelles qui sont décrites. Donc, les 5 axes principaux, le premier, c'est la conscience de soi. Donc, le but de ces compétences émotionnelles, c'est de mieux comprendre, mieux se comprendre, mieux se connaître. Hein. Donc, c'est être conscient de soi. Le deuxième axe, c'est toutes les compétences qui permettent la maîtrise de soi. Troisième axe, c'est toutes les compétences qui jouent sur notre motivation, hein, qui permettent d'être motivé. Quatrième axe, c'est l'empathie. On va voir, c'est toutes les compétences qui favorisent l'empathie, et des compétences qui favorisent des attitudes sociales. Donc, on a beaucoup de relations avec les autres. Donc, on va commencer par les compétences liées à la conscience de soi. Donc, d'abord, toute la conscience émotionnelle. Donc, savoir reconnaître, donc avoir cette compétence de reconnaître ses émotions et leurs effets. Connaître ses forces et ses limites. Donc, la conscience de soi, c'est de s'auto-évaluer, hein, de manière précise. Ça correspond aussi à la confiance en soi, donc un sens fort de l'estime de soi et de sa valeur, de ses capacités. Donc ça donne confiance en soi, donc la capacité, cette compétence d'avoir confiance en soi. Donc là, on est sur les 3 compétences émotionnelles qui correspondent à l'axe numéro 1. Là, on va voir les compétences émotionnelles qui correspondent à la maîtrise de soi. Donc déjà le contrôle
soi, donc savoir gérer les émotions et les impulsions. Donc la compétence de la fiabilité, donc c'est maintenir des normes d'honnêteté et d'intégrité en toutes circonstances. La conscience professionnelle fait partie aussi de la maîtrise de soi, donc s'acquitter de son travail de manière responsable. L'adaptabilité, donc faire preuve de souplesse devant les changements, donc là c'est aussi une compétence liée à la maîtrise de soi. L'innovation, donc c'est être à l'aise avec de nouvelles idées, donc accepter le changement et nouvelles approches, nouvelles informations, donc ça fait partie aussi de la maîtrise de soi. Troisième axe, ça va être la motivation. Donc qu'est-ce qui va nous motiver? Donc c'est déjà la compétence d'être exigeant, hein, donc l'effort, c'est l'effort pour améliorer ou atteindre un standard d'excellence. Donc ça, ça fait partie des compétences qui permettent d'atteindre la motivation. L'engagement aussi, hein, savoir s'aligner sur les objectifs du groupe ou de l'organisation. Ça permet aussi d'intervenir sur la motivation. L'initiative, être prêt à saisir des opportunités. Et l'optimisme, compétence, qui permet de poursuivre ses objectifs avec ténacité, avec persévérance, malgré les obstacles. Donc on n'est pas abattu, on ne s'arrête pas devant la moindre difficulté. Donc on reste optimiste, on dit on va s'en sortir. Quatrième, c'est l'empathie, hein, donc l'axe de l'empathie. Donc première compétence liée à l'empathie, c'est la compréhension des autres, c'est comprendre les autres. C'est la passion du service, hein, savoir anticiper, reconnaître et satisfaire les besoins des autres et renforcer leurs capacités. L'enrichissement des autres. Donc je passe un peu vite parce que je vois l'heure passer, mais tout ça, vous allez l'avoir, hein, dans le support. L'enrichissement des autres, donc le fait d'avoir, comment dire, de rechercher à enrichir les autres, à aider les autres, l'exploitation de la diversité, savoir concilier les sensibilités différentes pour mieux saisir les opportunités, et la sensibilisation politique. Donc, et le dernier axe, c'est l'aptitude ou les aptitudes sociales. Donc là, on va parler de compétences qui lient à l'influence, la communication, le sens de la médiation, le leadership, la gestion des changements, la construction des liens, le sens de la collaboration et de la coopération, et la capacité de mobiliser une équipe. Bon, ça c'est un bonus, hein, les compétences émotionnelles, c'est juste pour que vous ayez en tête ce que c'est. Pour terminer, je vais juste parler de trois notions, donc l'empathie, la sympathie et la compassion. C'est quoi c'est quoi la différence entre ces trois notions? L'empathie, c'est quand je constate que quelqu'un est triste, donc là, je fais preuve d'empathie et je comprends pourquoi. C'est vraiment cette compréhension qui est à la base, de l'empathie, hein, capacité à ressentir les émotions de l'autre et comprendre. Donc là, vous avez un exemple que vous retrouverez dans le support. La sympathie, là, c'est je suis désolé pour ce qui arrive à l'autre. D'accord? Donc voilà, c'est une émotion de sympathie. Et la compassion, c'est je comprends la peine de l'autre, mais je vais m'impliquer avec la personne. Donc ça va au-delà de comprendre. C'est l'empathie, mais avec des actions derrière. Donc voilà, c'est d'ailleurs écrit ici. La compassion serait en fait la transformation de l'empathie sous forme d'action. Et pour terminer, c'est quand même important de comprendre la différence entre la compassion et la pitié. La pitié vous place au-dessus de la personne envers laquelle vous l'éprouvez, donc cela vous rend supérieur, donc ce qui n'est pas bon. Donc ça, la pitié est c'est pas une notion qui est positive. Par contre, la compassion, c'est positif, hein, comme l'étymologie latine permet de le comprendre, signifie qu'on souffre avec la personne. Donc c'est une forme d'empathie poussée. Donc la compassion est une forme d'empathie poussée à l'extrême qui n'abaisse pas l'autre, hein. Donc on est toujours entre deux personnes qui se sentent égales, sauf que on se sent impliqué, on se sent concerné par l'autre et on essaie de faire des actions pour aider l'autre.
Voilà pour cet atelier. Donc, j'espère qu'il vous a apporté ce que vous attendiez. Bon, on a qu'une heure, on ne peut pas avoir beaucoup de choses en 1 heure de formation. Donc, quel bilan vous pouvez faire de cette heure? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et que chacun voilà, nous donne son appréciation et ce qu'il a retenu d'essentiel? Je vais peut-être donner la parole par ordre de la liste que j'ai devant moi. Donc, il y a Adrien, est-ce qu'il peut parler? Adrien, j'ai l'impression qu'il ne peut pas parler. La deuxième personne, de Garé, je ne sais pas si je crois que Oui, je prononce mal. oui, peu importe. Désolé. Pour faire un bilan de cette pause formative, de formation, c'est, je, je m'attendais à autre chose, mais quand bien même la partie compétences émotionnelles, je l'ai trouvée intéressante parce que développer, même si on était sur des grands traits, voilà. Je crois que pour faire un bilan, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, même pour le recruteur, il est compliqué de cibler le candidat et on le ressent quand on postule. Parce que vous dites très justement que ce sont les savoir-être qui priment dans la sélection, mais on ne peut pas juger une personne avec un simple entretien. Donc, voilà, donc ça m'est compliqué. Enfin, cette formation aura été sympathique. En 1 heure, on ne peut pas faire grand-chose, mais je reste encore avec certains besoins. Si je dois l'exprimer ainsi. Quelles sont vos attentes? Comme ça, on va essayer de voir si on peut y répondre. Quelles Euh, étaient vos attentes de cette formation? les attentes, peut-être trouver d'autres clés pour mieux candidater, d'autres clés. Aujourd'hui, on parle de CV. Je tends à faire un CV qui me ressemble et qui n'est pas rempli sur un site. Hein. Je crée le CV, mais comment justement décrocher un entretien et faire valoir notre expérience sans trop en faire, parce que chaque poste est une nouvelle expérience, donc comment le faire ressentir, c'est compliqué. Là, je vais juste vous répondre. Vous avez vraiment raison. C'est notre premier atelier sur le sujet, hein. Donc, grâce à vos retours, on va pouvoir l'enrichir pour les prochaines sessions. C'est vrai que le CV, déjà quand vous postulez, vous allez transmettre des éléments sur votre savoir-être à travers le CV, à travers la photo que vous mettez, si vous mettez une photo, à travers la façon comment vous présentez votre parcours. Le fait d'écrire une lettre de motivation, ça montre aussi votre savoir, que vous avez pris la peine de rédiger une lettre de motivation, d'expliquer ce qui vous motive à postuler. Parce qu'il y a beaucoup de candidats, on le voit, qui postulent sans expliquer pourquoi. Donc c'est vrai que cette étape est essentielle aussi et transmet des éléments de votre savoir-être. Si vous avez un CV qui est clair, qu'on lit rapidement et il y a des mots-clés qui correspondent au poste, c'est pour ça que des fois, il faut quand même avoir des CV adaptés à l'offre, sur laquelle vous postulez. Donc tout ça, c'est important et c'est ça qui va donner envie d'aller plus loin. Deuxième étape, c'est l'entretien. Vous avez réussi la première. Deuxième étape, on va toujours voir si vous n'avez pas des éléments qui vont déjà vous éliminer. Donc si vous continuez, on va vous retenir pour l'étape d'après, pour vous rencontrer. Donc voilà, c'est un peu comme une entonnoir, hein. Heu, en tout cas, merci de ce retour intéressant et on va en tenir compte pour les prochaines sessions. Et j'espère quand même que vous n'avez pas perdu votre temps avec cette heure de formation. Personne suivante, Koumba?
Oui, moi j'ai trouvé intéressant du moins la présentation. Et du Mm. coup, ça m'a permis de savoir que le point le plus important pour les recruteurs reste le savoir-être, qui est, de mon point de vue, un peu compliqué, comme je disais tout à l'heure. Mais oui, j'ai appris des choses et j'ai bien aimé aussi la partie intelligence émotionnelle. Donc, voilà, je vous remercie. Et ouais, c'est ça. Merci Merci. beaucoup. Merci. Youssouf? Enfin, tout d'abord, enfin, je vous remercie pour cette intervention, enfin, pour cette présentation concernant enfin, euh, désolé. Concernant les différentes étapes, comment dire, Mhm. concernant le savoir-être, savoir-faire et aussi le savoir aussi. Mhm. Donc ça a répondu à vos attentes? Oui, oui, ça a répondu à mes attentes. Enfin, D'accord. mm, Très bien. Bah, écoutez, je ne sais mm. pas si vous voulez apporter une remarque particulière. Non, j'ai pas de remarque particulière Très à bien. faire concernant. Très bien. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation et Merci à vous également d'y avoir mm, participé. mm, Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite dans vos démarches. Et nous restons à vos dispositions sur le forum Talent Handicap, hein, pour vous aider, vous accompagner euh, dans cette réussite. mm. Très bonne journée à tous. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.